Alors effectivement, hein, pour traiter le premier thème de cette soirée, comme vous l'a dit Christian Rouchon à l'instant, on va évidemment parler d'accès à l'eau, on va parler de sécheresse. Je vais inviter nos trois premiers experts à nous rejoindre ici sur scène. L'eau est une des premières ressources de l'agriculture, bien évidemment. Et pour en parler, je vais inviter Rémi Fabre qui va nous rejoindre, Jean-Claude Darlet et Jean-Pierre Royanet qui vont nous rejoindre ici. Jean-Claude Darlet, donc président de la Chambre d'agriculture de l'Isère, céréalier, nuciculteur bio. Jean-Pierre Royanet, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Drôme, éleveur caprin, lait et grandes cultures. Et puis Rémi Fabre, le vice-président en charge, alors le vice-président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, maraîcher bio, puis au niveau régional, en charge en plus des problèmes de sécheresse, donc ça tombe bien, on est vraiment là autour de l'eau et autour du problème et du sujet. Je vais vous demander de prendre vos micros, de les mettre en route, vous avez un petit bouton sur le haut du micro. Alors, l'eau, on l'a vu, tout à l'heure nous en parlions, elle tombe parfois en surabondance, c'est ce que disait également Christian Rouchon à l'instant, comme on a pu le voir encore une fois il y a quelques jours, hein, une quinzaine de jours. L'eau tombe en abondance. Un nouvel épisode Cévenol, notamment dans le sud de notre territoire. Parfois, cette eau vient à manquer. Absence de précipitations, cours d'eau asséchés, nappes désemplies. Quelles sont les conséquences de la sécheresse pour les cultures, pour les élevages de notre territoire? Comment s'en prémunir, si tant est qu'on puisse s'en prémunir? Pour aborder ce sujet, nos trois invités ont accepté évidemment de venir répondre aux questions. On va commencer dans un premier temps sur la sécheresse, si vous le voulez bien, les impacts sur les activités agricoles, les conséquences, bien sûr. Vous êtes chacun représentant élu de chambre, mais aussi exploitant, sur des activités qui sont différentes, je le disais tout à l'heure. Pouvez-vous chacun, à votre tour, partager avec nous ce soir, en quelques mots, l'impact d'une sécheresse sur votre activité, et puis peut-être ce que vous constatez aujourd'hui, hein, on peut le dire, il y a eu très très peu de précipitations, on l'a vu, Madame Charpieu nous en parlait tout à l'heure. Jean-Claude Darlet, on va peut-être commencer par vous. L'impact donc en matière de grande culture et arboriculture. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc l'impact du sec, je dirais, c'est un peu différent en grande culture et en arboriculture. Au niveau des grandes cultures, tout d'abord, c'est problématique de rendement. Donc baisse de rendement, ça veut dire une baisse économique, problème économique sur l'exploitation. En plus, avec des marges de manœuvre qui sont de plus en plus faibles aujourd'hui au niveau économique, donc de ne pas avoir de rendement, donc ça a un impact direct sur le revenu. Mais un deuxième point souvent qu'on ne prend pas en compte ou qu'on explique mal, c'est aussi un problème environnemental, parce qu'on a fait un plan de fumure pour un objectif de rendement, on n'a pas d'eau, l'objectif de rendement n'est pas rempli, donc ce qui veut dire des fois problème de lessivage après, problème de nitrate et autre chose. Sur l'arboriculture, c'est un tout petit peu différent. On a toujours cette problématique de perte de rendement, mais aussi on peut avoir une problématique de perte de qualité, ce qui veut dire aussi des approches pour des marchés qui peuvent être différents. Sur la noix, par exemple, manque d'eau, petit calibre, ça veut dire que c'est des marchés différents. Donc des marchés différents. Et en plus, ce qui est différent en culture pérenne qu'en culture annuelle, c'est que souvent le manque d'eau d'une année peut impacter sur l'année suivante, voire sur des années suivantes, voire jusqu'au dépérissement des arbres, jusqu'à leur perte. Donc voilà, donc un peu la différence entre l'aspect sécheresse sur des grandes cultures et l'aspect sécheresse sur de l'arboriculture, ou voire d'autres thématiques de culture pérenne. Merci. Jean-Pierre Royanet, sur la partie élevage peut-être. Oui, bonsoir à tous. Donc oui, tout à fait, sur la partie élevage, donc c'est surtout par rapport à tout ce qui touche l'alimentation des animaux, par rapport au fourrage, donc c'est déjà d'avoir suffisamment de stock à la fin de l'année pour attendre la récolte d'après, pour pouvoir nourrir son troupeau. Donc là aussi, si on a un peu de la réserve et qu'on a gardé une marge, souvent c'est qu'il y a un peu de culture de vente, un peu de fourrage de vente, donc ça c'est une rentrée qui n'y est plus, puisque du coup, la première chose, on ne vend pas. Et deuxièmement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir avoir suffisamment. Deuxièmement aussi, on a tout ce qui est au niveau des implantations de culture, parce que comme le disait Jean-Claude Darlet, on a les pertes immédiates, qui sont les récoltes qu'on n'a pas eues de l'année, et puis on a les conséquences sur les années à venir, parce qu'on est souvent sur des cultures qui sont sur 2, 3 ou 4 années, et on a des pertes de fonds.
de fonds. On le voit complètement cette année. Par exemple, tous les SMIC qu'on a pu faire au printemps, très peu ont résisté. Très peu ont résisté. Donc aujourd'hui, on a des parcelles qui sont vides, qu'on avait prévu de recommencer à l'automne. Comme cet automne, il n'y a pas eu de pluie, donc on n'a pas pu les implanter non plus. Et on s'aperçoit que même les fourrages déjà qui ont quelques années, tout ce qui est les pieds, les plantes, aujourd'hui se sont vraiment éclaircis et on a de grosses craintes pour dire quelle récolte, quelle quantité on va pouvoir faucher l'année prochaine à condition qu'il pleuve. Puisque c'est vrai que les tableaux de Mme Charpiot l'ont bien montré tout à l'heure, on a déjà passé la moitié des mois que normalement on aurait dû refaire un peu les réserves d'automne. Et encore avec aucune goutte de pluie pour l'instant. Donc l'inquiétude est vraiment là. Merci, merci Monsieur Royanet. Même question, mais cette fois-ci peut-être dans le maraîchage et la vision bio. Rémi Fabre, puisque vous êtes producteur de fruits et légumes et que vous êtes également, on va le dire, principalement, vous suivez le dossier bio, hein, notamment à la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles. Oui, bonsoir à tous. Oui, donc sur la partie maraîchage d'abord, on peut dire que les cultures légumières ont toujours été irriguées. Il n'y a personne ne se lance dans des cultures légumières sans avoir une ressource en eau à disposition. Par contre, ce qu'on remarque aussi, et ce qu'on a très bien vu par toute la présentation précédente, c'est que l'augmentation des températures, le risque d'augmentation des assecs font qu'il faut se prémunir sur cette ressource et s'assurer que cette ressource est bien présente. Et concrètement, une ressource qui était valable il y a quelques années peut l'être un peu moins aujourd'hui. À titre perso, par exemple, moi je vivais mon exploitation avec une petite source et en 2015 il a fallu que je fasse un forage, que j'accroisse ma ressource en eau pour pérenniser l'exploitation sans pour autant faire beaucoup plus de légumes, mais ne serait-ce que pour pouvoir irriguer et continuer à irriguer. Mais aussi sur certaines cultures, parce que dans du maraîchage diversifié, certaines cultures qui n'étaient pas irriguées par le passé, dans les périodes de forte pluviométrie, printemps et automne, mais on se rend compte que cette année, il faut avoir la possibilité de les irriguer, parce qu'il y a quelques années où ça ne passe pas sans irrigation, des pommes de terre de printemps, des choses comme ça. Donc voilà, avoir de la ressource et avoir une capacité à irriguer, même en des périodes où par le passé on ne pouvait pas on n'avait pas à le faire. Donc voilà, c'est des précautions qu'il faut avoir aujourd'hui en maraîchage. Après, sur l'aspect bio, alors, je ne sais pas si je vais choquer du monde, mais de mon avis, je dis en bio, sur l'aspect quantité, on n'est pas meilleur que les gens conventionnels. Il y a des pratiques qui sont meilleures, elles ne sont pas spécifiques à l'agriculture biologique. Le paillage, le mulch, le binage, il y a des pratiques, c'est pas propre à la bio, c'est propre à des cultures qui sont faites par des agriculteurs. Le bio, on peut être un peu meilleur sur l'aspect qualitatif, mais sur l'aspect quantitatif, c'est pas le sujet, en tout cas pour ce soir. Je tiens à le préciser quand même. Voilà. Merci de parler crûment et honnêtement ce soir. Rémi Fabre, une question, vous gardez le micro. L'accès à la ressource de l'eau est donc, on le voit bien, un enjeu capital. Hein. Vous avez d'ailleurs en partie répondu à la question que je vais vous poser maintenant, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les moyens, les solutions existantes que vous avez mis en place, mais qui peuvent nous permettre de nous prémunir d'un manque d'eau? Donc, ça a été dit et redit déjà par tout le monde. On voit qu'il y a des besoins d'avoir de la ressource. On ne fera pas comme par le passé. Malgré que la baisse des surfaces irriguées sur nos départements entre les derniers recensements agricoles pourrait nous faire croire qu'il y a moins de besoin d'irrigation, c'est bien pile l'inverse. C'est bien un plus d'irrigation. On l'a dit, plus d'ensoleillement. Même si on occulte le fait que nous on avait la sensation qu'il pleuvait moins souvent et plus fort à chaque fois, un météorologue nous dit que non, pour l'instant c'est qu'un ressenti, ce n'est pas des faits, mais il n'empêche qu'un plus d'ensoleillement ça veut dire plus de TP, plus d'évapotranspiration, donc des besoins accrus des plantes en eau. Donc ça nous incite à se prémunir par la création de la ressource. La première que l'on peut dire, c'est les pompages qui existent aujourd'hui dans des rivières, mais dans des rivières qui ont de l'eau. Dans des rivières qui ne sont pas soumises à un arrêté sécheresse et une impossibilité de pompage. Donc la plupart du temps sur des rivières sur lesquelles on a la chance d'avoir un ouvrage hydraulique qui assure un certain débit tout au long de l'année. Malheureusement, il y en a sur notre département, mais il y en a trop peu. Donc pour pouvoir pallier à ce déficit-là, il y a toutes les autres possibilités de création de retenues, que ce soit des retenues individuelles, que ce soit des retenues collectives.
pour que les agriculteurs puissent avoir de l'eau. On a dit, il passait beaucoup d'eau sur notre région, beaucoup de pluviométrie sur notre région, les régions les plus arrosées de France, mais de l'eau qui ne fait que passer et qui est très rapidement en Camargue. Donc voilà, la création de retenues, c'est vraiment un objectif. Si la réglementation nous permettait d'en faire, tout à fait valable pour avoir de la ressource pour nos exploitations. Il y a un petit volet sur le pilotage de l'irrigation aussi. Et là encore, je vais essayer de me fâcher avec personne, mais sur le pilotage de l'irrigation, on nous dit que c'est la solution à tous les maux possibles et imaginables. Aujourd'hui, on se rend compte que le pilotage de l'irrigation est de plus en plus fin sur les exploitations, que les marges de manœuvre sont de plus en plus faibles. Il en existe sûrement, il y a toujours à gratter un peu quelques façons d'arroser, quelques meilleures gestions de la réserve utile du sol, mais il n'empêche que il y a peu à gratter. Et dans le contexte que j'ai dit aussi, d'augmentation de l'évapotranspiration, les besoins en eau sont supérieurs. Donc c'est bien par du stockage, d'avoir de la ressource à disposition pour les agriculteurs, que l'on pourra accroître notre production sur nos exploitations. Ouais. Monsieur Darlé, Jean-Claude Darlé, peut-être un complément d'information sur la situation iséroise, qui est un petit peu différente, mais sur la situation des nappes phréatiques notamment, ce que vous rencontrez en Isère, avec un état alarmant, peut-être que le mot est faible encore. Ben, je dirais ce qui s'est passé là sur 2017, c'est qu'on a vu le niveau des nappes arriver à un niveau le plus bas qu'on n'a jamais vu depuis plus de 20 ans. Et notamment la grande nappe de la Bièvre, hein, qui alimente aujourd'hui de façon importante l'agriculture, mais pas que l'agriculture, parce que c'est tout d'abord aussi les ressources de l'eau potable pour un grand nombre de villages. C'est aussi de l'eau qui sert pour des piscicultures, donc avec des consommations importantes en mètres cubes, des industries. Et réellement, aujourd'hui, la grosse problématique que l'on a par rapport à cette nappe-là, c'est qu'elle est tellement descendue qu'on a eu des villages qui ont eu des problématiques d'eau potable, avec plus de ressources, donc là à l'automne. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fallu, malgré tout, au niveau donc de l'agriculture, on a baissé un petit peu les prélèvements, mais là-dessus, heureusement, le préfet nous a malgré tout aidé en disant, on a retardé déjà le début des pompages, le maximum qu'on pouvait le faire avant de commencer les irrigations. Déjà dans un souci aussi de préserver ces ressources-là. Et puis quand on a été en fin de production, en fin de maturité des cultures aussi, on a dit, là, essayons de stopper ou de baisser les prélèvements pour essayer donc de préserver ces ressources-là. Mais il est certain, aujourd'hui, et on espère qu'on aura des pluviométries importantes durant ces hivers, parce que ça fait pratiquement 2 hivers de suite où les nappes n'ont pas remonté, ou très très peu, et l'effet réellement là-dessus. Et en plus de ça, donc on a une augmentation des nombres d'habitants, donc de prélèvement d'eau potable. En même temps, souvent, l'industrie aussi qui prélève plus. Et nous, l'agriculture, parce qu'on n'a pas augmenté nos prélèvements, je dirais, si on a regardé nos prélèvements agricoles sur une vingtaine d'années, on était en 60 millions de prélèvements de mètres cubes dans l'Isère dans les années 80, on est en 2017 qu'à 40-45 millions. Donc ça veut dire que les efforts qui ont été faits sur la gestion de l'irrigation, les déclenchements de l'irrigation, vont dans le bon sens. Mais malgré tout, l'aspect ressources, c'est quelque chose d'important. Et pour justement demain préserver cette nappe de la Bièvre qui alimente quand même d'abord l'eau potable, qui est quand même primordiale et prioritaire, c'est pourquoi pas de pouvoir stocker sur des massifs Chambaran ou Bonnevaux, dans des terrains très imperméables. Mais aujourd'hui, pour arriver à faire des retenues, c'est la croix et la bannière. Si nos anciens n'avaient pas fait les grands barrages, je ne sais pas comment on les ferait aujourd'hui. Oui, justement, Jean-Claude Darlé, les contraintes de mise en œuvre réglementaire, on en parlait tout à l'heure, Rémi Fabre en parlait, les contraintes de mise en œuvre réglementaire, les contraintes sociétales, le coût, le financement. Comment est-ce qu'on peut faire rentrer finalement tout ça dans une quadrature du cercle qui est incalculable? Alors, tout d'abord, il y a l'évolution de la législation par rapport à l'eau. L'eau est un bien universel. Et bien entendu, l'eau doit d'abord être pour l'alimentation humaine. Ça se comprend, ça se partage. Ensuite, c'est comment on répartit justement cette utilisation et les ressources. Dans le département de l'Isère, même avec une partie de la Drôme, on a créé ce qu'on appelle l'organisme unique de gestion quantitative de cette eau, d'eau d'irrigation. On a souhaité, au niveau de la profession, prendre cette responsabilité-là. Parce que ça aurait pu être pris par un privé, type en parenthèse, j'ai rien contre eux, ni avec type Veolia ou autre, ou ça aurait pu être pris aussi par une association, voire même des entreprises. Dans le département de l'Isère, on a dit la gestion de l'eau pour l'irrigation, pour l'agriculture, on la prend au niveau de la profession. Donc la Chambre d'agriculture, on s'est porté candidat, et aujourd'hui, on est reconnu par rapport à ça. Ce qui veut dire aussi, on a une mission importante,
c'est comment on se répartit l'eau entre agriculteurs par rapport aux ressources que l'on a. Alors heureusement, on a de la chance d'avoir des ressources relativement conséquentes dans notre région. Ce n'est pas le cas si on se trouverait dans d'autres départements, d'autres régions françaises. Mais malgré tout, on a des points où il y a des tensions, où il faut réellement répartir l'eau entre l'eau potable, l'industrie, l'agriculture et les milieux naturels et la biodiversité, parce que c'est quelque chose qui arrive de nouveau, où aujourd'hui, souvent, dans des rivières, on voudrait refaire faire des choses qui ont eu lieu juste après le Moyen-Âge, mais malgré tout, ça a évolué et on ne peut pas revenir à l'âge de pierre actuellement. Donc ce qui est important, c'est justement, dans cette répartition de l'eau entre les différents usagers, de le faire au plus juste et de justement en même temps de développer de nouvelles ressources, d'aller chercher de la substitution, et c'est ce que l'on a fait nous dans le département, en abandonnant des prélèvements dans les nappes qui servaient d'eau potable pour aller prélever sur les rivières Isère, voire sur le Rhône. Et aujourd'hui, on a des projets très très conséquents à ce niveau-là. Donc sur le Viennois, c'est d'aller chercher sur le Rhône. Sur la vallée de l'Isère, c'est d'aller chercher donc dans l'Isère. Ouais. Voilà, et voire même peut-être de faire des ouvrages beaucoup plus conséquents, notamment dans le bassin lyonnais, où là, c'est pareil, donc d'aller chercher de l'eau à différents endroits. Parce qu'on n'augmente pas les surfaces irriguées, mais déjà de les maintenir, c'est déjà un objectif plus que conséquent. Merci. Jean-Pierre Royanet, au-delà des contraintes qui sont des paramètres vraiment majeurs qu'on peut tous comprendre ce soir, les facteurs clés de succès de la mise en œuvre des solutions dont vient de parler à l'instant Jean-Claude Darlet, quels sont les facteurs clés pour que ça puisse fonctionner finalement ? Ils sont divers. Je dirais que les facteurs clés, c'est un ensemble. D'abord, il y a tout ce qui est le côté réglementaire. Il faut d'abord purger la totalité de la réglementation, c'est-à-dire, nous, je vois au niveau de la Chambre d'agriculture, donc on s'est beaucoup investi depuis plusieurs années dans l'organisme unique, de fédérer les irrigants individuels par syndicat, de regrouper les syndicats collectifs également, ainsi de suite, pour pouvoir rendre des comptes, pour pouvoir justifier déjà toute cette procédure réglementaire. Donc ça, c'est déjà la première chose. Après, il faut aussi, je dirais que on travaille sur tout ce qui est la recherche. La recherche, parce que irriguer, c'est bien. Utiliser, comme on dit, la première eau qu'on utilise, qui pourrait nous être, c'est celle qu'on n'utilisera pas si on peut avoir des cultures qui sont un peu moins consommatrices. Donc on a fait énormément de progrès ces dernières années sur quelles que soient les cultures par rapport au volume d'eau consommé, par rapport au niveau de la production. Donc ça passe par de la recherche et de diversifier également ces cultures, ces productions sur les exploitations. Former les agriculteurs, c'est une chose qui a été dit, Rémi en a parlé, il y a encore des marges de progrès à faire. Voilà, des endroits où on peut encore en faire, mais c'est pas là-dessus. Après, il faut avoir de la disponibilité en eau. Il faut avoir la disponibilité, Jean-Claude en a parlé, c'est vrai qu'on est dans un secteur où quand même, entre l'eau qui tombe et l'eau qui passe, il y a des possibilités de faire quelque chose, seulement si on n'arrive pas à les garder, elles passent. Donc pour ça, il y a plusieurs choses, et aujourd'hui, je dirais qu'il y a un coût. Il y a un coût qui est très très élevé dans tous les projets d'irrigation qu'il peut y avoir. Et en plus, il y a quand même une règle qui est qu'il y a beaucoup plus de financements qui vont quand on travaille sur de la substitution que quand on va sur la création de nouvelles ressources. Et pourtant, le réchauffement climatique le fait qu'il y a des territoires, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été dit, qui n'avaient pas besoin ou moins besoin d'irriguer, qui pouvaient passer ou qui, une année de temps en temps, ne passaient pas. Maintenant, c'est une année de temps en temps qui passeront. Donc il faut pouvoir créer de nouvelles réserves aussi, de nouvelles dispositifs en eau, de nouvelles ressources. Donc ça, on va le chercher selon les secteurs. Donc nous, on a tous ces secteurs de la vallée de la Drôme, on est plus sur de la substitution, plus que là, c'était essentiellement par rapport à la rivière Drôme ou à la nappe d'accompagnement. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc on a un projet aujourd'hui par rapport à une réserve qu'on doit agrandir, donc sur le secteur d'Ivageux, pour stocker un peu plus d'eau là-dessus. On a également un pompage dans le Rhône pour remonter sur un réseau d'irrigation. Donc ça, c'est des travaux qui normalement devraient être livrés sur 2019. Il y a deux facteurs, très rapidement, mais en quelques mots. On l'a vu dans le salon Tech et Bio, cette année encore. On arrive à irriguer différemment, on arrive à irriguer autrement. On arrive aujourd'hui avec des techniques différentes à aller apporter l'eau à la plante quand elle en a vraiment besoin et uniquement la quantité d'eau dont elle a besoin. Ça existe aujourd'hui.
Mais il y a aussi la nécessité, peut-être un mot là-dessus, sur la mise en commun de moyens. Ça peut être important aussi de se retrouver, de se regrouper et de pouvoir mettre des moyens en commun qui permettent de passer le cap. Oui, mais, bien sûr, mais tout à l'heure, quand je disais tout ce qui est syndicat irrigation, déjà, ça date depuis, je vais dire, très 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 longtemps dans notre département collectif, et ça, c'était déjà la première mise en commun. Parce que quand vous avez un réseau, que vous participez sur des tours d'eau, déjà, c'est la première chose, donc que ce soit pour payer. Après, bien entendu, qu'il y a des nouveaux dispositifs, ça ne sera pas donné à tout le monde, à toute culture, immédiatement, à tout parcellaire, ainsi de suite, de pouvoir y aller. Bon, il y a des nouveaux réseaux, des nouvelles techniques. On pense que demain, on sera obligé certainement, on travaille aujourd'hui sur le sud de Rome, sur le secteur de la viticulture qui a de plus en plus besoin d'irrigation. On n'irriguera pas la vigne comme on irrigue des grandes cultures. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes quantités d'eau, mais je crois que vous l'avez dit, ce qui est très très important, c'est d'apporter juste la quantité d'eau qu'il faut, le jour qu'il faut, au moment qu'il faut et au bon stade. Et ça ne se décrète pas par des règles en début d'année de dire vous irriguerez tel jour à telle heure et ainsi de suite. C'est selon les situations et selon aussi les degrés, parce qu'on parle beaucoup du manque d'eau, mais par contre les augmentations des degrés sont très 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 importantes aussi et pas toujours en positif, loin de là. Merci, merci Jean-Pierre Royanet. Un petit mot, Jean-Luc Flogère. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Vous êtes vous-même viticulteur, mais on va pas forcément parler de viticulture là maintenant, mais un petit mot sur votre position. Vous avez une position particulière. Vous avez une position notamment sur ce dont on parlait tout à l'heure, ce dont parlaient nos trois invités à la table ronde, notamment sur les retenues collinaires. Oui. Bonsoir à toutes et à tous d'abord, pour commencer. Mais je vais revenir sur trois idées, et je répondrai à votre question de cette façon-là. Il y a trois idées très fortes ce soir qui sont apparues. La problématique de l'eau n'est pas une problématique agricole. L'eau est un bien commun. Les ménages, les entreprises, le tourisme, etc. Il y a quelques jours en Ardèche, on vient d'annuler le marathon des gorges de l'Ardèche. L'agriculture y est pour rien. Manque à gagner localement, 500 000 €. Et voilà. Donc ce n'est pas une problématique agricole. Deuxième chose qui est très très importante, dans notre région, et Mme Charpiot l'a répété, la pluviométrie n'a pas bougé. En Ardèche, tous les ans, on reçoit 5 milliards de mètres cubes d'eau. 5 milliards de mètres cubes d'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 30% de ces 5 milliards, 1,5 milliard, ruissellent immédiatement, sans profiter au milieu, et part vers la Méditerranée ou un petit peu vers l'Atlantique. Donc nous avons de l'eau. Utilisons cette eau. C'est ce qu'il faut faire. Et stockons-la l'hiver. Et là, je trouve que c'est catastrophique d'oublier ça. Et sur ces 5 milliards de mètres cubes, pour la parenthèse, et vous le répéterez à la presse s'ils sont là, l'agriculture ardéchoise en utilise 0,16%. 0,16%. Stockons-en demain 2%, et nous serons les rois du pétrole. Et la troisième idée, pour être très rapide, c'est pas une idée, c'est une inquiétude. Mes collègues, ils sont venus d'une autre façon. Moi, je suis très très inquiet de nos élus nationaux, parlementaires, sénateurs, députés, ministres. Je ne suis pas venu pour vous vendre une carte politique, vous me connaissez, c'est pas la problématique n'est pas la couleur politique. La problématique est leur état. Aujourd'hui, nos élus nationaux et européens n'ont pas pris conscience de l'enjeu de l'eau. Et ça, c'est très très grave. Les chambres d'agriculture, les départements, le crédit agricole, on peut faire ce qu'on veut. Tant qu'on aura une réglementation qui sera totalement à côté des besoins et de l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui sur l'aspect météo, je crois que des données de Météo France faisaient apparaître que d'ici 20 à 30 ans, un été sur deux sera caniculaire. On peut faire le débat qu'on veut. Si on n'a pas d'eau à ce moment-là, stockée en hiver quand elle ruisselle vers la Méditerranée ou vers l'Atlantique, on ne s'en sortira pas. Et là, cette non-prise de conscience de nos élus m'inquiète, m'affole. Je nous vois dans quelques dizaines d'années être la peuplade crevant de soif, les pieds dans l'eau. Ça m'ennuie. Merci Jean-Luc Flogère. Président Gaillard, peut-être un mot de conclusion en quelques secondes sur ce thème de l'accès à l'eau. Oui, le président Flogère vient d'en faire un bon bout. Moi, j'étais aussi sur cette notion de bien universel et d'enjeu politique, parce que je crois que là... et ce n'est pas un effet de tribune. On sent bien que l'ensemble des acteurs sont plutôt dans une démarche de responsabilité. On a tous compris qu'il y avait des productions à éviter sur certaines zones de nos territoires. Ça a été fait. Je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, ce sont les vignes
qui souffrent. S'il y a plus méditerranéenne que la vigne, bon, lavande, et après on va aller sur les mandarines et les oranges, il faut les arroser. Donc on n'a plus rien. Les amandiers, il faut les arroser. Donc parce que moi j'ai eu ce débat aussi il y a quelques années quand j'étais en responsabilité publique sur mon département. Oui, mais arrêtez de mettre des maïs en Sud Ardèche. Ok, on n'en voit quasi plus. Et puis il ne faut pas d'abord. On a fait ce travail. On a fait aussi, et Rémi l'a rappelé, le travail sur la maîtrise technique. Bon, il y a encore peut-être un petit bout à gagner, mais voilà. Maintenant, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que le ballon, l'enjeu, il est sur le champ politique. Mais j'ai rien dit d'autre tout à l'heure. Je veux dire, bien sûr qu'on ne révolutionnera pas, mais si on ne va pas sortir un traité sur l'irrigation ce soir, mais on va faire un bout de chemin ensemble, on va le porter, et je crois que c'est important que l'ensemble des acteurs partagent cela. Je voulais en profiter, je ne sais pas où elle est, mais il y a Mme Chatillon qui est arrivée dans la salle de la DDT 26. Merci d'être là. Et aussi, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Je ne sais pas où elle est, mais on me l'a signalé. Ah, pardon, voilà. Donc vous intervenez quand vous voulez. Et ce sujet, l'idée n'est... Et ce n'est absolument pas les propos non plus de président Flogère. C'est pas d'opposer dans nos fonctions les uns les autres. C'est effectivement parfois d'avoir ce qui s'appelle juste... peut-être un peu le courage de dépasser une certaine bien-pensance qui s'est installée. Alors, elle a peut-être certaines raisons d'être, mais il faut la mettre en perspective de tous les enjeux que représente l'eau, bien universelle, dont l'agriculture, effectivement, a une grande nécessité pour remplir sa mission de service public et de nourrir. Peut-être que vous pourriez inviter ces politiques au travail que vous avez entamé collectivement par les organisations. Alors l'idée qu'on peut retenir là, c'est peut-être effectivement de tracer ce document et de le porter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, suite à ce travail qui est fait là, de manière un peu symbolique avec l'ensemble des acteurs qui sont là. Peut-être la proposition que je pourrais faire sur un petit... non pas un traité, un plan haut en tout cas, un plan des propositions. Et des propositions de stratégie et peut-être un engagement qui pourrait être pris, parce qu'effectivement, sans le politique, je crois qu'on n'arrivera pas à bouger. Merci. Jean-Claude Darlet, allez, quelques mots, vous vouliez intervenir. Oui, parce que tout à l'heure dans la question, il y a un truc que je n'ai pas répondu. C'est l'accompagnement financier par rapport au projet qu'il y a aujourd'hui. Je dirais aujourd'hui, on a deux très gros problèmes. C'est justement que pour mettre en place des réseaux d'irrigation, que ce soit pour la stocker ou la distribuer, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, déjà, à ce jour-là, on a déjà consommé les enveloppes financières de l'Europe pour l'ensemble du programme. Donc je ne sais pas comment on va financer les réseaux demain. Ça veut dire demain, c'est les régions et les départements qui aussi, je ne sais pas comment ils vont financer. Mais malgré des financements jusqu'à 80% de réseaux, 70-80%, même ce qui reste aujourd'hui, si on fait que des grandes cultures, on ne le rentabilise pas. Ça veut dire qu'il faut des cultures spécialisées avec des valeurs ajoutées pour le rentabiliser. Ça, c'est important. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des investissements sur des territoires, sur du foncier, il faut aussi qu'on protège le foncier sur le devenir et sur l'avenir. Donc ça veut dire que ça doit être pris en compte dans les plans locaux d'urbanisme. Donc tout ça, ça va être à gérer ensemble avec la collectivité. Et on a réellement besoin de moyens importants pour l'irrigation parce que c'est un bien national. Parce que ce qui veut dire, on parle beaucoup de l'eau, qui est incontournable et qui est un bien universel. Mais l'agriculture, c'est l'alimentation. Et si on ne mange pas et on ne boit pas, on ne vit pas. Ça va être compliqué, effectivement. Je voudrais qu'on vous remercie tous les trois. Merci Jean-Claude Darlet, Jean-Pierre Royanet et Rémi Fabre. Merci à tous les trois.